Salut les devins, c'est Saikyo. Akio Yoku, le producteur exécutif de Daima, qui s'est fait remarquer il y a de cela quelques jours via une interview que certains ont trouvé spéciale. Personnellement, j'ai trouvé assez lambda pour un producteur d'une œuvre et licence telle que Dragon Ball. Il en a remis une couche dans la presse japonaise dès aujourd'hui pour les pages de Sakigake. Ayant été interviewé directement par ce média, cela nous permet de nous plonger une fois de plus au cœur de ses pensées. Avant cela, la première chose que j'aimerais adresser, c'est la malhonnêteté évidente avec laquelle son interview du 11 février a été traitée. Elle a été détournée, tronquée, mal traduite, parfois par erreur et ça c'est pardonnable, et très souvent reprise, partagée, médiatisée, déformée volontairement dans une forme qui ne correspond pas du tout à la version originelle. Pour avoir ce qui s'en rapproche le plus, si vous ne lisez pas le japonais, ma vidéo dédiée vous attend. Et vous aurez en description, pour ceux qui lisent le japonais, le lien vers la version originelle. Vous comprenez à quel point cela est vil et un profond manque de respect envers vous. Tout ça pour servir un narratif que certains se seraient forgés au préalable et histoire de l'appuyer avec des faux semblants. Pour aujourd'hui, il s'est de nouveau exprimé. Je serai peut-être un peu plus direct dans ma lecture étant donné qu'il se répète beaucoup ou aborde des points et des sujets similaires par rapport à sa précédente interview. Premier point, rendre accessible même aux non-initiés. C'est important. Ce terme-là. On ne nous parle plus de rendre Dragon Ball accessible aux plus jeunes, mais aux non-initiés. Et les non-initiés à Dragon Ball, il y en a de tous âges. Première question du journaliste. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet, Daima? Yoku répond. Lorsque nous travaillons sur le film Dragon Ball Super Héros, nous avons commencé à discuter avec Akira Toriyama de la possibilité de créer quelque chose d'original, mais sous une forme un peu différente. Cela a pris environ 6 ans. On remarque bien ici que ce n'est pas 6 ans à travailler d'arrache-pied sur le scénario et la production ou autre, mais bel et bien à discuter de la possibilité en premier lieu de créer quelque chose d'original, quelque chose donc de nouveau, d'inédit, mais sous une forme différente, ce qui veut dire un animé qui s'affranchit d'un manga. C'est le cas de Daima. Poursuivant la citation, au fil des discussions, Toriyama Sensei a pris le goût à l'idée et a fini par créer entièrement l'histoire. On en revient sur cette dualité de Akio Yoku et ses équipes qui avaient déjà prépensé à quelque chose, mais au final, Toriyama s'est réapproprié totalement le scénario, tout en concevant, dit-il lui-même, les personnages, les mécaniques et l'univers. C'est une œuvre qui a vraiment été façonnée par lui-même de son vivant, non pas de manière détournée avec son héritage, etc. Concrètement, il a travaillé dessus vivant. J'ai l'impression, nous dit-il, que c'est le projet dans lequel il s'est le plus impliqué. Il voulait explorer un monde différent et voyager à travers de nouvelles idées, ce qui l'a beaucoup amusé. Même si tous les personnages ont été rajeunis, nous espérons que les spectateurs trouveront ce design intéressant, chacun à leur manière. La question qui suit étant: y a-t-il une raison particulière pour laquelle les personnages ont été rajeunis? Il répond, l'animé Dragon Ball GT où Goku retrouvait une apparence enfantine. Parenthèse, en interview précédente, Yoku ne disait pas vouloir faire un copier-coller des BGT bis 2.0, il disait vouloir s'inspirer de l'esprit de Dragon Ball GT. C'est plus qu'une nuance qui sépare ces deux versions, la première étant vérolée, la deuxième étant conforme aux propos de Yoku, car l'esprit de Dragon Ball GT c'est quoi? C'est le voyage et l'aventure, au cœur de contrées inconnues pour les héros. C'est pas grand chose de plus, pas grand chose de moins. Saupoudré de quelques éléments de tension, de transformation et parfois de lore. Je reprends. L'animé des BGT, là où Goku devenait petit, a été diffusé il y a environ 30 ans. Pour votre information, c'était en 1996, au Japon. Ceux qui l'ont regardé à l'époque sont maintenant parents. Avec les 40 ans de la série Dragon Ball au global, le Dragon Ball d'origine, les enfants de ces anciens spectateurs découvrent aujourd'hui Dragon Ball. DBGT avait marqué un changement de génération parmi les fans. Aujourd'hui, nous savons qu'un grand nombre de personnes ont vu GT et nous en avons tenu compte. Dès le début du projet, nous avons proposé à Toriyama Sensei l'idée de rajeunir les personnages tout en réfléchissant à ce que nous pouvions en faire. Le journaliste rebondit et demande: avez-vous conçu Daima en pensant aux enfants? Yoku dit: nous avons pris en compte certaines tendances et stratégies, mais nous avons évité d'adopter une approche trop ciblée, qui aurait pu altérer l'essence de l'œuvre. Ce n'est pas un projet conçu spécifiquement pour les enfants. Cependant, nous voulions qu'il soit accessible à un large public, y compris aux plus jeunes, et qu'il reste un animé que les parents puissent apprécier avec leurs enfants. L'un des concepts initiaux était de toucher le monde entier. Aujourd'hui,
la série est largement diffusée via des plateformes de streaming. Un point intéressant, c'est que sur ces services, Dragon Ball Daima figure en bonne position dans les classements des contenus pour enfants. Cela nous a permis de constater concrètement que la série est bien regardée par un jeune public. On comprend donc qu'il voulait ratisser large, en quelque sorte, bien que cette phrase ait l'air péjorative, s'adresser à un public de non-initiés, aux jeunes parents actuels qui ont pu voir des BGT dans leur enfance, partager un nouveau moment qui s'approprie tout Dragon Ball, y compris GT avec leurs enfants actuellement, et qu'en termes de performance, là où Daima sort du lot, ce serait auprès d'une audience plus jeune, sur les diverses plateformes de diffusion en ligne. Question suivante. Le premier épisode contient un récapitulatif de l'univers de Dragon Ball. Pourquoi ce choix? Réponse. On a souvent l'impression que Dragon Ball est une œuvre que tout le monde connaît, mais en réalité, certains n'ont jamais lu le manga d'origine. Tiens, ça ressemble beaucoup à ce que j'expliquais moi-même, sans vouloir me prendre pour Alain Delon, dans mon analyse de sa précédente interview. Le constat est similaire. Nous avons donc, dit-il, voulu créer une introduction qui permette de comprendre l'univers, même sans connaître les précédentes œuvres. L'épisode comprend des retours sur d'anciens combats et un résumé en début d'épisode pour faciliter l'entrée dans l'histoire. Lui ai demandé alors que ressentez-vous à l'idée de sortir une nouvelle série à l'occasion des 40 ans de Dragon Ball. Réponse des plus intéressantes, nous ne l'avons pas fait spécifiquement pour cet anniversaire. Il parle là de Daima, mais le fait que le timing corrobore est une belle coïncidence. Dragon Ball a traversé les décennies et au fil du temps, nous avons toujours préparé de nouveaux projets. Cette série est née d'un enchaînement d'idées et de volontés plutôt que d'une décision planifiée pour marquer un anniversaire. C'est extrêmement important, je l'avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo, en même temps vous avez sur la chaîne une vidéo en 2022 qui vous disait que l'animé Dragon Ball allait revenir et c'était évidemment prévu à la base pour 2023 et non 2024. Dragon Ball Daima a été en interne entre guillemets repoussé à 2024 et même le terme de report interne est un petit peu brut et fort car en interne c'est 2023 qui était visé, les temps de production estimés renvoyaient vers cette date-là, mais c'était vachement libre, vachement malléable et ça a fini par retomber, coïncider tel que le dit Yoku avec 2024, les 40 ans. Ils l'ont marketé un petit peu mais pas trop. Ainsi on a quand même remarqué certains trailers etc qui nous parlent des 40 ans, forcément la coïncidence est là, on ne va pas la manquer. Un producteur ne ratera a priori jamais une opportunité en matière de business. Alors au fil du temps j'ai décidé, il est vrai, de composer avec. Jusqu'à il y a peu en commentaire, j'en discutais ainsi, comme Daima en tant que série pour les 40 ans. Ce n'est pas si faux que ça de le dire, vu que ça l'est devenu par la force des choses. Mais à la base, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, ce n'était pas calculé ainsi. Ce qui rend les conditions de sortie de Daima à la fois cocasses concernant cet animé-là, et plus que triste relativement à la perte de son auteur. C'est un soulagement pour moi que Yoku l'ait dit officiellement, car forcément la preuve me manquait à chaque fois lorsque j'indiquais en tête-à-tête, lors de discussions en commentaire, que cet animé-là n'était pas calibré, n'était pas prévu pour les 40 ans à l'origine. Au final, j'ai laissé passer parce que j'en avais un petit peu marre de me prendre la tête sur ça, me prendre la tête gentiment évidemment, et puis ce n'est pas bien grave que l'on le croit ou non. Il y a des choses comme ça dont j'ai eu la preuve sous mes yeux, telles que l'implication de Toriyama par exemple, et c'est toujours difficile de faire entendre sa voix lorsque l'on ne peut pas porter la preuve directe à l'attention publique. C'est bien normal et je suis rassuré que l'on mette en doute y compris ma parole, bien que je remarque que celle de certains bien mal intentionnés soit directement gobée. Mais enfin, Yoku a pu lever le voile sur cela et c'est plutôt agréable à lire. Deuxième point, deuxième thématique de l'interview, une histoire travaillée en profondeur. Alors j'entends d'ores et déjà ruminer une certaine gronde de certains spectateurs, légitime ou non, on en discutera plus tard. La question étant, avez-vous intégré des tendances récente de l'animation dans cette série? C'est drôle, je vous disais, et je répétais surtout car je l'avais déjà dit dans mon analyse de sa précédente interview, que Daima en interne se calquait également sur les succès récents de projets et d'œuvres tels que Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen en animé, que cela soit par le fait d'aborder les démons, mais aussi dans la manière dont ces animés-là sont structurés, aussi bien sur la forme que sur le fond, avec la particularité de Daima de s'affranchir des codes un petit peu plus matures que l'on peut retrouver dans certaines œuvres à la mode. Toriyama ayant mis sa patte, et on sait, notamment de par ses divers one-shots ces dernières années, à quel point l'aspect mignon ressurgissait dans ses écrits. La réponse du producteur exécutif est: la façon de consommer les animés a énormément changé en 40 ans, soit les débuts de Dragon Ball. À l'époque, la télévision était le moyen principal de diffusion, et tout le monde regardait les épisodes en temps réel. Aujourd'hui, avec l'essor du streaming, il est crucial de penser à la distribution mondiale et aux nouvelles habitudes de visionnage. Il a raison, avant, si t'avais une cassette pour enregistrer avec la bobine, t'étais totalement lâche tellement t'avais réenregistré dessus, t'étais déjà le roi du monde. Aujourd'hui, tu as tout sur des plateformes.
en premier lieu légales, et on va pas se voiler la face, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, qui permettent à beaucoup de monde d'accéder à diverses œuvres, Dragon Ball y compris. Il nous dit que la disponibilité immédiate sur les plateformes permet aux spectateurs de rattraper des épisodes quand ils le souhaitent. Par exemple, nous avons lancé Daima autour des fêtes de fin d'année, une période idéale où beaucoup ont du temps pour découvrir ou revoir la série. L'évolution du marché exige de maintenir une qualité irréprochable. Il ne suffit pas de proposer un animé de qualité. Encore faut-il qu'il soit perçu comme un incontournable du moment. Alors, il a raison, mais c'est malheureux. Ça fait écho à ce que j'ai dit dans de diverses reviews jusqu'à la précédente. Je vais pas vous refaire mon laïus, mais il y a ce côté hype, éphémère, du moment. Et c'est ça que je trouve vraiment triste. Dragon Ball n'a pas été l'incontournable du moment, mais il l'a été pour les 4 dernières décennies. D'autres œuvres ont réussi à faire cela, chacune relativement à leurs époques, et il y en a de moins en moins. Là est le gros problème, et les producteurs comme Yoku pensent comme ça. Il faut l'incontournable du moment. Et tant pis s'il n'est pas forcément un incontournable intergénérationnel. On cherche à croiser les générations sur le moment, parce que Daima peut mettre sur le même canapé enfants et parents, l'un pour découvrir Dragon Ball, l'autre pour s'en rappeler un petit peu, et peut-être que ça s'estompera ensuite et qu'on relancera notre projet du type ensuite. Et ça, c'est fondamentalement malheureux. Il poursuit, si un animé ne fait pas parler de lui, on ressent encore cette notion de buzz, ou que les spectateurs ne regardent pas le premier épisode, on comprend pourquoi le premier de Daima est sublime, il peut être vite oublié. Même pour une franchise aussi célèbre que Dragon Ball. La concurrence est rude, au-delà de l'amorosité de ses idées, car les producteurs eux-mêmes semblent subir cela, voire même y contribuer. Il y a aussi une réalité, la concurrence est rude. Bien que ce domaine-là était déjà concurrentiel à l'époque de Dragon Ball, et DB a eu des concurrents d'envergure, elle l'est encore plus décuplée aujourd'hui. Il y a multitude d'œuvres, mangas, animés, pléthore de moyens d'y accéder. Sauf qu'à l'instar des autres œuvres ou divertissements, il y a une chose qui reste limitée. Au-delà de nos finances, c'est notre temps. Et on en revient à des thématiques qui sont devenues banales, notamment au niveau de la rétention. Chaque animé entre en concurrence avec l'œuvre, pas forcément sur sa qualité intrinsèque, mais sur sa capacité à retenir sur un épisode en lui-même, mais également de semaine en semaine, de mois en mois s'il est fleuve, de saison en saison, voire d'itération en itération. C'est un réel constat lié au marché actuel. Ça aurait été intéressant d'avoir son avis, son analyse concernant ce qui pourrait être changé, amélioré, quel levier activer pour retourner un petit peu tout ça. Il n'y a probablement pas une seule œuvre en capacité de le faire d'elle-même toute seule, mais quelques impulsions au cœur du marché, aussi bien en termes d'habitude de production que de consommation, seraient les bienvenues. Le journaliste ne fait même pas une question et dit « les scènes d'action sont d'une qualité impressionnante ». Alors je suis d'accord avec lui, mais j'aurais préféré qu'il reste sur l'interrogative, car là il me donne l'impression d'être quelque peu complaisant. Yoku répond « L'action est la force de Dragon Ball, et j'apprécie qu'il n'ait pas dit le cœur, ni l'essence, mais la force, et c'est plutôt judicieux de sa part. Et toi, animation, excelle dans ce domaine. Il ne suffit pas d'animer un combat, selon lui, il faut maîtriser sa mise en scène et son évolution. Dragon Ball se distingue par ses combats aériens, contrairement à de nombreux autres animés d'action où les personnages restent au sol. Nos protagonistes se battent dans les airs. Cela est un élément unique que nous avons voulu sublimer encore davantage. Sur quoi Akira Toriyama a-t-il porté une attention particulière? La réponse étant que l'on parle souvent de son style visuel unique, mais il accordait une importance majeure à la narration. Pour Daima, nous n'avions pas de scénario rigide dès le départ. Il a fallu de nombreuses discussions et allers-retours avec Toriyama Sensei pour affiner chaque détail. On se rend un petit peu plus compte de à quoi ont servi les 6 ans. Ce n'était pas préétabli dès le départ et on a bossé dessus direct. La phase un petit peu de brainstorming a plus que duré. Il a, Akira Toriyama, consacré d'après Yoku un temps considérable à l'histoire, car sans une base solide, même les meilleurs personnages ou les plus beaux designs ne suffisent pas à captiver les spectateurs. À mon sens et de ce que l'on a vu des 18 premiers épisodes, j'aurais plutôt dit que Toriyama s'est grandement focalisé sur un cadre, le grand royaume des démons qui est quasi inédit, et le développement colossal du lore, l'histoire de Daima me paraissant nettement plus intimiste et restreinte que la flatterie qu'en fait Yoku ici. Cela dit, il a raison, on parle souvent du style visuel unique de Toriyama, son découpage, sa qualité technique et artistique, c'est un fait. En matière d'histoire, il n'a aussi rien à prouver de par ses antécédents. Dr. Slump, Dragon Ball, ces divers one-shots parlent d'eux-mêmes et se passent de tout commentaire, aidés de divers éditeurs et pas toujours de Torishima contrairement au narratif que l'on essaye de construire de nos jours. En parlant de Toriyama, je vous ai posé une question sur Twitter. Je vous laisse m'y répondre en zone commentaire dès maintenant. Pour le lancement de Daima de son vivant, Akira Toriyama nous avait partagé un petit mot. Il avait dit « Bonjour, c'est Akira Toriyama. Je travaille actuellement sur une nouvelle
nouvelle itération de Dragon Ball, le titre étant Daima. Daima est un terme inventé qui, depuis le japonais ramené vers l'anglais, donnerait quelque chose comme evil, le mal. À cause d'une conspiration, Goku et ses amis sont devenus petits. Afin de réparer les choses, ils vont se diriger vers un nouveau monde. C'est une grande aventure avec de l'action intense dans un monde inconnu et mystérieux. Comme Goku doit compenser sa petite taille, il utilise son Yuibo, le bâton magique, pour se battre, ce qui n'avait pas été vu depuis longtemps. J'ai imaginé l'histoire et les décors, ainsi qu'une grande partie des designs. En fait, j'y mets beaucoup plus que d'habitude. Les choses vont se dévoiler de plus en plus relativement au mystère du monde de Dragon Ball. J'espère que vous apprécierez tous ces combats différents de ceux habituels, à la fois mignons et puissants, signé Akira Toriyama. Ma question était simple. Akira Toriyama avait-il menti? Restons factuels et dans le cadre de ses propos. Sans en déborder, Akira Toriyama avait-il menti sur la entre guillemets marchandise? Je vous laisse m'y répondre véritablement en commentaire. Troisième et courte dernière section de l'interview, donnait envie de revoir encore et encore. Le journaliste disant Toriyama Sensei a-t-il imaginé le concept du grand royaume des démons? L'idée, nous dit-il, de situer l'intrigue dans un univers démoniaque n'était pas fixée dès le départ. Il y a 6 ans, nous avons élaboré l'univers progressivement en ajoutant des éléments visuels et narratifs. L'un de mes éléments préférés est le Wap-sama, le poisson interdimensionnel, un mécanisme de transport en forme de poisson rouge qui illustre bien la créativité unique de Toriyama Sensei. Y a-t-il des particularités dans la conception des personnages? Il répond que Daima reste fidèle à l'univers de Dragon Ball, mais introduit de nouveaux concepts, notamment les habitants du monde des démons qui possèdent tous des oreilles pointues. Ces détails contribuent à enrichir l'immersion dans cet univers inédit. Toriyama a façonné chaque aspect du monde de Daima et c'est ce qui rend cette œuvre si spéciale. Akio Yoku expliquant qu'il y a une vision plus large du monde des démons qui n'a pas encore été dévoilée entièrement. Par exemple, il y a des schémas qui montrent comment tout cela est structuré, Akira Toriyama ayant travaillé en fond à cela. Il poursuit en disant que par exemple le personnage de Ibis est très particulier et a été difficile à concevoir car il ne ressemble pas directement à un humain. Kadan, le roi du troisième monde et père de Panzi, est aussi un exemple de design distinctif. Ses choix reflètent l'attention portée aux détails. Toriyama Sensei adorait créer des personnages de second plan. Il aimait donner vie à un monde peuplé d'une multitude d'individus. Même les voyous que l'on trouve dans les tavernes sont conçus avec soin et doivent être perçus comme des personnages attachants, ce qui rejoint l'analyse que j'en avais fait dans diverses reviews pour celles et ceux qui les avaient vus. Panzi et Glorio, qui sont des personnages principaux, ont aussi été retravaillés plusieurs fois avant d'atteindre leur version finale. Le journaliste s'interroge sur la structure similaire à un jeu vidéo. Tiens, ne vous ai-je pas parlé de JRPG en vidéo précédemment? Avec de nouveaux, dit-il, compagnons qui rejoignent l'aventure. Oui, dit Iyoku. En développant l'histoire, nous avons voulu mettre l'accent sur l'exploration de nouveaux mondes et les rencontres avec de nouveaux personnages. C'est ce qui rend l'aventure excitante. Qu'est-ce qui, selon vous, rend Dragon Ball si captivant? Eh bien, d'après lui, comme avec le Makai dans cette œuvre, tout dans Dragon Ball est issu d'une forme de fantaisie. Même si on parle de la Terre, ce n'est pas notre Terre. Beaucoup d'histoires utilisent un cadre réaliste. Un personnage mène une vie normale d'étudiant, puis il acquiert des pouvoirs et se bat. Je sais pas s'il vient de mettre un tacle à Bleach, enfin bon, on va éviter les guerres de paroisse. Dragon Ball, nous dit-il en revanche, construit un univers totalement indépendant. Vous avez l'espace, le Daimakai, le paradis, l'enfer. Ce qui le distingue des œuvres inspirées du quotidien, c'est que cet univers est complet en lui-même. Il y a une impression de profondeur et de mystère, même si certaines parties du monde ne sont pas directement explorées. Elles existent et laissent place à l'imagination. La majorité des personnages ne sont pas des humains. Il y a des terriens, mais ils sont minoritaires. La plupart sont des extraterrestres, ce qui signifie que leur motivation et leur manière de penser diffèrent des nôtres. Cela crée des surprises et des moments qui touchent profondément le spectateur. Peu d'œuvres de divertissement sont entièrement basées sur l'imagination pure. En général, les histoires ancrent leur monde dans des éléments familiers pour faciliter la compréhension du public. Dragon Ball, lui, repose sur une construction originale et aboutie. Alors, hormis l'aspect extraterrestre qui est pertinent de sa part, c'est aussi sur cet aspect-là que One Piece et Eiichiro Oda se sont inspirés de Toriyama et Dragon Ball, en mettant en avant beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, tout un univers artistique apporté par l'auteur lui-même. C'est ce qui m'avait attiré et fasciné en tout cas dans les prémices de l'œuvre de One Piece, que j'ai perdu de vue en route, je ne vous le cache pas. Le journaliste demande quels sont les moments forts du climax de Daima. Nous savons que le public attend des scènes d'action impressionnantes dans un nouveau Dragon Ball. Nous avons donc préparé des combats solides qui répondront aux attentes. En plus de cela, l'histoire reste imprévisible.
Alors ça ne l'est pas du tout pour le SAJ4, mais je me dis que la part de surprise pourrait arriver pour l'épisode 19, petite parenthèse personnelle clôturée. Il poursuit. Les spectateurs ne savent pas à l'avance où elle va mener, quels personnages sont bons ou mauvais. J'espère qu'ils suivent cette intrigue en essayant de deviner le destin des nouveaux personnages jusqu'à la fin. Il est encore temps de rattraper l'histoire. Si vous regardez depuis le début, avant d'atteindre le climax, vous découvrirez de nouveaux détails et comprendrez mieux certains éléments. Il nous l'a ressorti, il nous la ressortira, j'ai l'impression, à chaque fois. Cela met un terme à cette interview d'Akio Yoku. Je suis curieux de voir à quel point elle sera de nouveau détériorée, déformée sur les différents médias. C'est quand même assez honorifique de les qualifier ainsi. Si vous m'écoutez et en possédez un, n'hésitez pas à retransmettre l'information de votre part de la manière la plus claire, la plus fidèle au matériel original possible. J'en reparlerai au début d'une review car je pense avoir perdu du monde comme n'importe quel vidéaste sur n'importe quelle vidéo arrivée en sa toute fin. Mais on m'a tendu la perche ces derniers jours en me disant ouais, tes sondages c'est bien beau, il y a du monde qui répond, ça reste ta communauté qui répond. Alors premièrement non, parce que YouTube envoie mes sondages et ceux de n'importe quelle chaîne vers d'autres personnes qui ne sont même pas abonnées, qui sont attirées par cette thématique-là, histoire d'élargir justement la vision et les réponses. Mais sans parler de ça, sur la plateforme Crunchyroll, là où est entre autres diffusé Dragon Ball Daima, il y a eu 49 000 votants au moment où je m'exprime concernant Daima. Vous savez, cet animé à propos duquel tout le monde semble rager si on en lit les réseaux, etc. Presque 50 000 personnes. Ça fait déjà la population d'une belle ville moyenne. Sur plus de 49 000 votants, des votants qui payent leur abonnement par ailleurs, la série reçoit 4,7 sur 5 étoiles, avec 90% qui lui mettent 5 sur 5. 90%. Cela veut dire que sur un sondage de personnes qui payent leur abonnement, qui ont vu Daima, qui ne sont absolument pas affiliés à ma chaîne YouTube, sur un sondage nettement plus nuancé que le mien. Moi je laisse exprès top, moyen, 0 pour y voir clair vite fait. Eux ils ont mis 5 niveaux. Il y a plus de 44 000 personnes qui ont voté 5 sur 5 sur un échantillon de 49 000 personnes, rendant totalement caduque le fait que mon sondage serait bien loin de la réalité, que comme par hasard en allant sur d'autres chaînes, les sondages seraient absolument tous, sans exception, négatifs sur Daima. C'est du pipeau. Ou bien sur ces autres chaînes, les échantillons ne sont pas représentatifs. C'est quand même minimum 4000 votants, parfois 8000. C'est énorme et merci à chacun d'entre vous. Ou bien quelques manigances ont lieu pour tordre le cou à ces sondages. Je ne sais pas, je ne peux qu'en présumer. Peu importe le pourquoi du comment, celui de Crunchyroll permet d'abattre toute forme de soupçon. Cela n'empêche en rien qu'il y ait des groupuscules qui s'expriment beaucoup, qui n'apprécient vraiment pas Daima. Je ne doute en aucun cas de leur sincérité, mais je doute fortement qu'ils soient représentatifs. La majorité silencieuse regarde les épisodes, note paisiblement et passe à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison et que l'œuvre est 5 sur 5. Ce n'est pas mon propos, mais cela veut dire qu'il ne faut absolument pas généraliser certains microcosmes trop exposés sur certains réseaux qui eux-mêmes sont de niche. Groupuscules souvent convaincus d'avoir en leur possession une vérité totale absolue et que l'on peut généraliser alors qu'on ne fait que mettre une petite loupe sur eux, rien de plus. Ils sont effectivement à respecter mais pas à surdimensionner. Et quitte à faire jaillir une gronde, autant l'argumenter, la rendre audible et crédible et stopper de gesticuler d'une manière si ridicule. Beaucoup trop parmi ceux qui s'expriment négativement le font ainsi et cela vous dessert. Vous pourriez réellement apporter une belle pierre à l'édifice et vous passez à côté de l'occasion. Pour un animé, j'en prends le risque qui au bout de quelques temps, que cela soit des mois, des années, des décennies, je ne sais pas, mais tout comme Dragon Ball GT, se verra être plus que rehaussé dans votre estime. Il y a eu de beaux retournements de veste concernant GT, un blason aussi redoré par les jeux vidéo, on ne va pas se le cacher, et je pense que Daima, ça prendra le temps qu'il faut, subira le même sort. Alors plutôt qu'avoir à retourner sa veste plus tard, j'appelle à prendre dès aujourd'hui du recul, de la mesure, de la nuance, à pointer ce qui va et ce qui ne va pas, avec l'art et la manière. Ça permettra d'avancer mieux et peut-être même plus vite. Il me semble que c'est ce qui crie au scandale cherche des avancées, des changements. Pourquoi pas pour certains que cela stoppe, mais cela ne peut pas stopper si ceux qui crient au scandale vont consommer. Il y a un gros paradoxe sur lequel je les laisse s'interroger. Bon, après tout cela, après ces propos d'Akio Yoku, après l'exposé parallèle que je viens d'en faire, je vous remercie infiniment. Je vous appelle à laisser un petit pouce bleu si la qualité de l'information vous a plu. Si vous vous retrouvez dans un état d'esprit similaire au mien, votre soutien serait le bienvenu. L'abonnement et la cloche des notifications pour ne pas se rater à l'avenir. Le mois de février étant bien chargé en Dragon Ball, merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.